All rise. Veuillez vous lever. The International Criminal Court is now in session. L'audience de la Cour pénale internationale est ouverte. Le procès de Bosco Ntaganda à la Cour pénale internationale s'ouvrira le 2 septembre 2015 à La Haye. Bosco Ntaganda, ancien chef adjoint de l'état-major général, responsable des opérations et de l'organisation au sein des Forces patriotiques pour la libération du Congo, les FPLC, doit répondre de 13 chefs de crimes de guerre et de 5 chefs de crimes contre l'humanité, crimes qui auraient été commis en Ituri, en République démocratique du Congo, entre 2002 et 2003. Alors, selon la décision de confirmation des charges du 9 juin 2014, Bosco Ntaganda est accusé d'avoir commis 13 crimes de guerre et 5 crimes contre l'humanité. Parmi les crimes de guerre, on peut citer le meurtre et la tentative de meurtre, les attaques contre des civils, le viol, l'esclavage sexuel de civils, le pillage, le déplacement de civils, les attaques contre des biens protégés, la destruction des biens de l'ennemi, et puis les crimes de viol, d'esclavage sexuel, d'enrôlement et de conscription d'enfants soldats âgés de moins de 15 ans et leur utilisation pour participer activement à des hostilités. Parmi les crimes contre l'humanité, on peut citer le meurtre et la tentative de meurtre, le viol, l'esclavage sexuel, et puis la persécution et le transfert forcé de population. Selon nous, au bureau du procureur, ces crimes auraient été commis entre août 2002 et décembre 2003 dans le cadre d'un conflit armé non international qui s'est déroulé dans la province de l'Ituri. Ces crimes ont également été perpétrés à l'occasion d'une attaque généralisée et systématique lancée entre les mois d'août 2002 et de mai 2003 contre la population civile en application de la politique de l'organisation formée par l'Union des Patriotes Congolais et sa branche armée, les FPLC. La politique de l'UPC-FPLC avait pour but d'attaquer des civils perçus comme n'appartenant pas à l'ethnie Emma, tels que les membres des groupes ethniques Lendu, Bira et Nandé. Alors ces crimes ont été commis dans la province de l'Ituri, dans l'est de la République démocratique du Congo, pendant toute cette période, entre 2002 et 2003. Et l'on peut citer, par exemple, les événements qui ont eu lieu entre novembre et décembre 2002, dans la collectivité de Banyalikilo, et en février 2003, dans la collectivité de Walendu-Jatsi. Les procédures devant la CPI sont régies par le Statut de Rome et d'autres textes juridiques adoptés par les États parties. La République démocratique du Congo est un État partie et de plus un membre fondateur de la Cour. Les 3 juges de la Cour qui composent la Chambre de première instance en l'espèce, Monsieur le juge Robert Fremer, juge président, Madame la juge Kuniko Ozaki et Monsieur le juge Chang Ho-chung, doivent veiller à ce que la procédure soit conduite de manière équitable et avec diligence, dans le plein respect des droits de l'accusé et en assurant la protection des victimes et des témoins. Tout au long du procès, les juges conduiront la procédure en veillant à ce que les textes soient constamment respectés et, pour finir, sur la base des éléments de preuve produits, ils déclareront l'accusé innocent ou coupable des crimes qui lui sont reprochés. Les premières audiences du procès seront consacrées aux déclarations d'ouverture du bureau du procureur, de la défense et des représentants légaux des victimes les 2 et 3 septembre prochains. Alors, le bureau du procureur entend présenter plusieurs milliers d'éléments de preuve documentaires et un peu plus de 80 témoins lors de ce procès. La liste des éléments de preuve que nous avons présentés comprend plus de 8000 éléments. Ces éléments vont des documents écrits, tels que par exemple des articles de presse, des notes de situation, des comptes rendus, des déclarations écrites de nombreuses personnes, des rapports d'expertise, par exemple les rapports d'expertise médico-scientifiques, des schémas d'organisation, des documents qui émanent directement de l'UPC-FPLC, et puis cela va jusqu'aux enregistrements audio, aux enregistrements vidéo, aux photographies. Nous avons l'intention de présenter plusieurs centaines de documents audio, vidéo et photographiques lors de ce procès. Par ailleurs, nous avons donc prévu d'appeler plus de 80 témoins à la barre. Parmi ceux-ci, nous devrions avoir 13 témoins experts et 74 témoins des faits qui viendront à la barre lors des audiences. Alors la durée de présentation des moyens de l'accusation dépendra dans une large mesure de l'agenda fixé par la Cour, de l'organisation hebdomadaire des audiences, du nombre d'audiences qu'il y aura chaque jour et chaque semaine, et puis de l'évolution au jour le jour du procès et des demandes des autres parties à la procédure et des participants. Pour donner malgré tout un ordre de grandeur, nous avons au bureau du procureur estimé le temps de présentation de nos témoins
à un peu plus de 800 heures, en prenant en compte les questions et le contre-interrogatoire de la défense pour chacun d'entre eux autant que nous le pouvions. En revanche, cette estimation ne prend pas en compte le temps que pourraient prendre les juges pour poser des questions éventuellement, ni le temps qui pourrait être imparti aux différents représentants des victimes. En tout état de cause, il faut s'attendre à plusieurs mois, voire plusieurs années de procès, ce qui n'est pas inhabituel pour un procès d'une telle ampleur. Afin de pouvoir rendre justice de la façon la plus aboutie, la plus complète possible, dans le respect le plus élevé des principes du procès équitable, pour des crimes aussi graves et d'une telle ampleur, un certain temps est nécessaire et nous prendrons le temps qu'il faut dans le respect de ces principes du procès équitable. Chaque témoin sera d'abord interrogé par l'accusation, puis contre-interrogé par l'équipe de la défense. Les représentants légaux des victimes pourront également poser des questions aux témoins après avoir obtenu l'autorisation des juges. Ces derniers peuvent interroger les témoins à tout moment. Les 2149 victimes admises à participer au procès pourront présenter leurs vues et préoccupations aux juges par l'intermédiaire des représentants légaux. Les avocats représentant les victimes, Maître Sarah Pelé et Maître Dimitri Souproun, seront dans la salle d'audience pendant tout le déroulement de la procédure. En l'espèce, les juges ont décidé que Maître Sarah Pelé représenterait 297 victimes enfants soldats et que Maître Dimitri Souproun représenterait 1852 victimes d'attaques de l'UPC et des FPLC. Bien sûr, je suis en contact avec les victimes que je représente puisque une de mes obligations est de les tenir informés du déroulement de la procédure. Également, afin de pouvoir les représenter, je dois les rencontrer de façon très fréquente pour récolter leurs vues et préoccupations. Pour ce faire, je me rends moi-même sur le terrain pour aller les rencontrer et j'ai la chance de bénéficier de l'aide d'un conseil sur le terrain qui lui aussi se déplace quand je suis dans l'impossibilité de le faire, ce qui sera vraisemblablement le cas pendant le procès puisque je dois être à La Haye. Dès lors, il sera la personne qui voyagera plus fréquemment et j'irai lorsque ce sera possible. Donc, d'aller rencontrer les victimes dans les endroits où elles habitent, même dans les endroits éloignés, malgré les difficultés logistiques et parfois sécuritaires, c'est un aspect essentiel pour permettre justement d'installer les relations de contact, de confiance entre le représentant légal et les victimes, et aussi bien de les tenir régulièrement informés sur les développements dans la procédure. Dans l'affaire en question, aussi bien qu'au stade préliminaire qu'au stade du procès, nous avons un système qui nous permet de maintenir le contact régulier avec les victimes. Nous avons un conseil basé sur le terrain qui est basé en permanence au Congo. Et toutes les victimes, ils savent qu'ils ont à leur disposition un numéro local qu'ils peuvent appeler à tout moment, qui est disponible 24 heures sur 24. Et à ce numéro-là, ils peuvent avoir les informations sur les développements dans la procédure. Et aussi, le conseil basé sur le terrain, il maintient le contact en allant les rencontrer directement et en appelant aussi les victimes pour leur donner les nouvelles. En ce qui me concerne, bien entendu, moi aussi, je me rends sur le terrain pour voir les gens. À titre d'exemple, au stade préliminaire, je me suis rendu 11 fois dans les endroits où les victimes habitent. Au stade du procès, je veux procéder de la même manière, bien que, bien sûr, je vais être plus occupé dans la salle d'audience tous les jours, mais je vais quand même profiter des périodes, des pauses entre les audiences pour aller voir les victimes et pour leur donner les nouvelles, pour collecter leurs vues et préoccupations et pour les transmettre ensuite au juge. L'accusé, Bosco Ntaganda, est présumé innocent et a le droit d'assurer sa défense, lui-même ou par l'intermédiaire d'un conseil. Bosco Ntaganda est représenté par une équipe de la défense dirigée par Maître Stéphane Bourgon, conseil principal. Le rôle du conseil de la défense, pour ma part, il se divise en 3 parties. La première, qui est très importante, faire en sorte que le procès soit juste et équitable et faire en sorte que les droits de l'accusé, en l'occurrence Bosco Ntaganda, soient respectés. C'est le premier volet. Il y a 2 autres volets. Le deuxième, il s'agit de bien représenter l'accusé lui-même, c'est-à-dire faire en sorte que le point de vue de l'accusé soit communiqué au juge à toutes les phases du procès. Et le troisième volet, qui est également très important, c'est celui de contester
les éléments de preuve qui seront présentés par le procureur. Quand j'utilise le mot « contester », pourquoi? Parce qu'il est important que lorsque les juges seront appelés à rendre un verdict, à décider sur les éléments de preuve, ils doivent absolument avoir à leur disposition les éléments de preuve qui ont subi le test du contre-interrogatoire et qui ont une certaine valeur probante. C'est donc mon rôle en tant que conseil de la défense de contester la preuve pour s'assurer que les juges rendront une décision sur une preuve qui soit à la fois admissible, mais une preuve qui soit aussi réelle. La défense mène ses propres enquêtes et a notamment le droit d'interroger les témoins de l'accusation, de présenter ses moyens, d'appeler ses témoins à la barre et de produire des documents, vidéos, photographies, cartes ou tout autre élément de preuve matériel. Alors, l'ouverture du procès. Je ne saurais nier que préparer un procès d'une telle envergure est une tâche très difficile. Mais si on veut expliquer aux personnes qui nous regardent, je pense qu'il faut penser à trois choses. La première, il nous faut d'abord lire et analyser les éléments de preuve qui nous sont communiqués par le procureur. Le deuxième volet, eh bien, il faut évidemment prendre en compte le point de vue de l'accusé, c'est-à-dire rencontrer l'accusé et obtenir son point de vue sur chacun des éléments de preuve qui seront présentés par l'accusation. Enfin, il faut conduire nos propres enquêtes sur le terrain, rencontrer les témoins potentiels de la défense, mais aussi, le cas échéant, rencontrer les témoins de l'accusation. Évidemment, il faut mettre les trois volets ensemble, c'est-à-dire les éléments de preuve à charge qui nous sont communiqués, le point de vue de l'accusé et le résultat de nos enquêtes. Et avec tout ce matériel, il faut établir la stratégie de la défense en vue du procès. Alors, les attentes de mon équipe et moi sont que le procès de Bosco Ntaganda sera un procès juste et équitable. Cela étant dit, honnêtement, je m'attends à ce que le procès soit très difficile, pour trois raisons. Premièrement, j'ai l'impression que le système en place devant la Cour pénale internationale ne fait pas confiance aux avocats de la défense. J'ai le sentiment d'être de retour près de 20 ans en arrière quand j'ai commencé à pratiquer dans le milieu de la justice pénale internationale. La deuxième difficulté traite de l'information qui n'est pas divulguée à la défense. Une quantité incommensurable d'informations est cachée à la défense et cela complique notre travail. Maintenant, pour être plus précis concernant le procès de Bosco Ntaganda. Bosco Ntaganda fait face à des accusations qui sont parmi les plus graves. Il y a aujourd'hui dans les médias et dans les milieux où les crimes auraient été commis, il y a une quantité incroyable de rumeurs et toutes sortes d'histoires qui courent concernant le personnage de Bosco Ntaganda. Eh bien, faire la part des choses entre des rumeurs, ce qu'on retrouve dans les médias et ce qu'on retrouve au sein de la population, avec de la preuve pertinente et probante qui sera présentée au cours d'un procès, c'est très difficile. Et nous allons faire en sorte que le point de vue de Bosco Ntaganda soit bien représenté tout au long du procès. Après que l'accusation ait appelé tous ses témoins à la barre et fini de présenter ses éléments de preuve, l'équipe de la défense pourra présenter ses moyens au juge. Le procès est public, mais les juges peuvent décider d'en tenir une partie à huis clos pour protéger des renseignements confidentiels ou sensibles. À l'issue du procès, les juges rendront une décision par laquelle ils acquitteront l'accusé ou le déclareront coupable. En cas de déclaration de culpabilité, la Chambre peut prononcer une peine d'emprisonnement de 30 ans au plus, voire une peine d'emprisonnement à vie si la gravité extrême des crimes et la situation personnelle du condamné le justifient. Les juges peuvent également ordonner des réparations en faveur des victimes.